Durant la deuxième matinée de guerre dans le Pacifique, l'amiral Phillips, commandant de la Force Z, naviguait vers le nord-ouest, contournant les îles Anambas en direction du golfe de Siam. La flotte était protégée par les pluies de la mousson. À midi, un Catalina de la RAF confirma l'information du débarquement japonais au nord de Singora. Phillips avait trouvé son objectif. Ce qu'il ignorait, c'est que le I-65 avait repéré sa flotte et qu'une force aérienne était lancée à ses trousses. La 22e flotte aérienne devait bombarder les navires britanniques, que l'on croyait encore à Singapour. Après avoir reçu les informations, les avions recherchèrent la flotte de surface au-dessus des eaux du Golfe. Mais ils ne trouvèrent rien. Vers 17h, un hydravion japonais repéra de nouveau la flotte britannique. Mais le Prince of Wales, de son côté, l'avait aussi repéré. Phillips décida d'abandonner la partie. Il remonta par la suite vers le nord et dépêcha le destroyer Tenedos vers Singapour pour demander une protection aérienne. La déception fut grande lorsqu'il reçut l'ordre de faire demi-tour vers le sud, peu après 20h15. Encore quelques minutes, et les Anglais auraient eu sous leur canon une force nippone. En dépit de ces avertissements, l'amiral Phillips se concentra sur le message de l'amiral Palliser qui indiquait que l'ennemi aurait débarqué à Canton. Il s'agissait en réalité d'une fausse alerte, mais pour l'heure, Phillips se voyait déjà arrêter les Japonais. Le soleil allait bientôt se lever sur la Force Z. Elle se dirigeait donc vers l'ouest, dans le golfe de Siam. À Londres avait lieu une réunion pour déterminer la bonne utilisation des forces en Asie. Ne trouvant pas d'accord, Churchill alla s'endormir, ne pouvant imaginer la catastrophe qui allait suivre. La guerre venait de devenir mondiale lorsque les avions japonais avaient attaqué la base de Pearl Harbor. L'Empire du Soleil Levant venait de se lancer dans la conquête de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique. Pour les Britanniques, la clé de voûte de la défense était la ville de Singapour, une cité que l'on disait imprenable. En vue des volontés expansionnistes du Japon, l'amirauté britannique avait renforcé ses forces en envoyant la Force Z, composée notamment du croiseur de bataille Repulse, datant de 1916, et du tout nouveau cuirassé, le Prince of Wales. Ces deux puissantes unités avaient pour but de stopper toute tentative de débarquement japonais sur les côtes malaisiennes. À l'annonce de l'attaque de Pearl Harbor, le 7 décembre 1941, le Repulse, le Prince of Wales, escorté par 4 destroyers, l'Electra, le Vampire, le Jervis et le Tenedos, sous le commandement de l'amiral Tom Phillips, prirent la mer. Au deuxième jour de guerre, l'amiral naviguait vers le nord-ouest, contournant les îles Anambas en direction du golfe de Siam. Sous les pluies de la mousson, la flotte se trouvait invisible aux yeux des avions de reconnaissance. À midi, un Catalina de la RAF confirma le débarquement japonais au nord de Singora. Phillips avait trouvé son objectif. Ce qu'il ignorait, c'est qu'un sous-marin japonais I-65 avait repéré la flotte et qu'une force aérienne était lancée à ses trousses. Mais les avions cherchèrent en vain et furent rappelés vers 17h, alors même qu'un hydravion aperçut la Force Z. Une heure avant le coucher du soleil, le Prince of Wales repéra l'avion japonais. L'amiral, conscient qu'il ne disposait plus de l'effet de surprise, demanda une couverture aérienne de la RAF, mais il reçut un refus. La déception fut grande lorsque la flotte reçut l'ordre de faire demi-tour à 20h15. Encore quelques instants et les Anglais auraient pu bombarder la flotte nippone. C'est alors qu'un message de l'amiral Palliser indiqua que des forces japonaises débarquaient à Canton. La Force Z, se voyant déjà stopper les Japonais, fonça sur place. Sur le chemin, le I-58 repéra le Repulse, l'attaqua à la torpille sans résultat. Il se contenta alors de transmettre le message de localisation à la base japonaise de Saigon. Le soleil allait bientôt se lever, et la Force Z se dirigeait donc vers l'ouest dans le golfe de Siam. Dans un rayon de 160 km autour de Canton, il n'y avait pas un japonais. Déçu de ne rien trouver, l'amiral lança sa force vers le nord à la poursuite d'un remorqueur suspect. Une décision imprudente, car la Force Z avait perdu son bouclier de nuages. À 160 km plus au sud, autour des Anambas, les 96 avions de l'amiral Matsunaga recherchaient la flotte britannique. Juste avant 10h, les avions tombèrent sur le Tenedos. Pendant une demi-heure, le vieux destroyer dansa entre les nombreuses bombes alors qu'il envoyait message sur message
pour prévenir le reste de la flotte. L'amiral donna alors l'ordre de faire demi-tour vers Singapour. Ne voulant pas trahir sa position, il ne demanda pas de couverture aérienne. À 10h15, l'hydravion de reconnaissance du Prince of Wales servit de guide aux pilotes de la 22e flottille aérienne japonaise. C'est alors que les forces nippones découvrirent la force Z à travers les nuages. Les 27 avions torpilleurs du groupe Kanaya commencèrent à se mettre en place. Le lieutenant Haruku Iki allait pouvoir prouver que ses pilotes étaient les champions de l'aéronaval. Le lieutenant transmit la position des bateaux à l'autre force japonaise présente à 70 miles au sud-est de Kwanton, pendant que la 3e division rentrait à la base après avoir manqué le Tenedos. Tout le monde était nerveux pour le premier combat en Asie du Sud-Est. Il était 11h10 quand le radar du Repulse aperçut les premiers avions japonais. Quelques minutes plus tard, ils apparaissaient à bâbord. À 11h19, 9 Betty se lancèrent à l'attaque du croiseur de bataille. Les avions traversèrent le rideau de feu et passèrent en vrombissant au ras du vaisseau. Les 9 bombes tombèrent autour du croiseur lancé à 44 km/h. La précision des bombes était impressionnante. Pourtant, une seule toucha le bâtiment sur le toit du hangar. Il y eut un bref répit. Puis, à 11h30, le Prince of Wales signala au radar un groupe d'avions torpilleurs qui se dirigeait sur eux à tribord. Les bombardiers montaient en chandelle, disparaissaient dans les nuages pour ressurgir en groupe de 3 ou 4. Une attaque parfaitement coordonnée. Les avions passèrent à travers le rideau de feu, sauf un qui fut détruit. À hauteur du mât, les avions lâchèrent les meilleures torpilles du monde. Les 2 bâtiments se mirent à manœuvrer pour les esquiver. Les engins lancés à 70 km/h sifflèrent autour du Repulse, mais le capitaine Lynch du Prince of Wales donna l'ordre de barrer 1 seconde trop tard, et l'arrière du cuirassé fut touché. Une double détonation écrasa le gouvernail et déchira la coque. Les turbines s'emballèrent, explosèrent, et l'eau s'engouffra dans la salle des machines. Le Prince of Wales était hors de contrôle. Sur le Repulse, le capitaine Tennant brisa le silence radio pour demander quelle était l'étendue des dégâts. Mais personne ne répondit. Il signala à Singapour l'attaque aérienne ennemie. Les pilotes montèrent dans 6 Buffalo, mais il leur faudrait 1 heure pour faire les 241 km qui les séparaient du combat. Phillips était toujours muet. Tennant réduit sa vitesse à 20 nœuds pour se rapprocher. À cet instant, 6 avions torpilleurs se dirigèrent sur le bâtiment. Cette fois, le ciel abandonna le Repulse. À 12h12, quand les 3 premiers avions lâchèrent leurs torpilles. Tennant vira à tribord, mais il n'y pouvait plus rien. Réduit à l'impuissance, il regarda 2 des 3 torpilles frapper son navire sur la proue. En guise de consolation, 2 assaillants avaient été abattus. Le capitaine prit alors les dispositions pour évacuer son bâtiment. Il remarqua la très bonne discipline de ces hommes, qui pourtant avaient connu seulement 3 jours de guerre. Tennant attendu que le vaisseau sombre définitivement pour le quitter. En remontant à la surface, il parvint à rejoindre les survivants qui barbotaient entre le mazout et l'eau tiède. Les destroyers commençaient à se rapprocher pour essayer de sauver les survivants. Il était donc 12h33 quand le croiseur chavira. Le lieutenant Iki ne pouvait pas en croire ses yeux. Alors que le navire sombrait, il cria Banzai. Les avions japonais passaient au-dessus des naufragés. Pensant qu'ils allaient être mitraillés, certains plongèrent dans l'eau. Mais l'idée n'avait même pas effleuré le lieutenant Iki. La guerre, à ses débuts, avait encore un côté chevaleresque. Personne n'avait compris qu'un adversaire en vie aujourd'hui pouvait vous tuer demain. Le Prince of Wales, de son côté, subissait le courroux des samouraïs des airs. Le cuirassé, atteint par 5 torpilles, n'avançait plus. C'est alors qu'à 12h44, 9 bombardiers s'abattirent sur le cuirassé. Les bombes encadrèrent le navire, et une fit mouche. Pour sauver la situation, le destroyer Express se rangea à tribord. Le capitaine Lynch, second de Phillips, ordonna de transborder les blessés et tous ceux qui n'étaient pas utiles à la marche du bâtiment. Phillips demanda, dans un dernier espoir, à l'Express d'alerter Singapour pour réclamer des remorqueurs. Mais son cuirassé était condamné, et quelques minutes plus tard, il commença à couler. Lynch donna alors l'ordre d'abandonner, tandis qu'il restait avec Phillips pour saluer les hommes qui partaient. À 13h19, le Prince of Wales se retourna par bâbord, emportant l'amiral et son capitaine.
L'Express, ballotté par la force du cuirassé, resta fidèle jusqu'aux derniers instants. C'est dans les derniers moments du bâtiment que les 6 Buffalo de Singapour arrivèrent sur zone. Mais les Japonais étaient déjà partis. Le lieutenant Icky venait d'atterrir à Saigon. Sa joie était assombrie par la mort de ses amis. Il leur attribua donc les 2 torpilles. C'est le moins qu'il put faire pour leur rendre hommage. Les autres pilotes étaient quant à eux portés en triomphe par les hommes de la base de Saigon. L'un d'eux s'approcha d'Icky pour lui avouer néanmoins son hésitation à lâcher sa torpille sur de si beaux navires. C'est ainsi qu'après un manque de prévoyance, et sans doute d'expérience, l'Express, le Vampire et l'Electra débarquèrent à Saigon, les 2081 rescapés. 840 hommes avaient disparu dans le combat. Un lourd tribut, après seulement 3 jours de guerre dans le Pacifique. À leur arrivée au port, toutes sortes de rumeurs suivirent. Certains laissèrent croire que 1000 bombardiers avaient attaqué la force Z, lancée par des porte-avions. D'autres doutaient encore que les Japonais étaient responsables, et pensaient que le Tirpitz était responsable du désastre. Pour calmer les rumeurs, le représentant de Churchill en Extrême-Orient, Duff Cooper, parla à la radio pour dire qu'il ne fallait pas se décourager, mais au contraire, être déterminé à combattre pour venger les pertes subies. Mais ce message n'eut pas la portée escomptée, puisque l'indestructible Force Z avait été coulée, la citadelle imprenable de Saigon allait-elle tenir? Le lendemain, à Londres, le téléphone sonna dans la chambre de Churchill. Le premier ordre de l'amirauté lui annonça que le Prince of Wales et le Repulse avaient été coulés par l'aviation japonaise. Face à cette nouvelle, Churchill dit « L'horrible signification de cette nouvelle me frappa. Il n'y avait plus de cuirassés anglais ou américains dans l'océan Indien ou dans le Pacifique, sauf les survivants américains de Pearl Harbor, qui rejoignaient principalement la Californie. Le Japon était maître de cette immense étendue d'eau, et partout ailleurs, nous étions si faibles et exposés. En effet, la perte du Prince of Wales et du Repulse priva les Alliés d'une force navale digne de ce nom en Extrême-Orient, ce qui exposait fortement les colonies. Mais la nouvelle porta aussi un coup sévère à la Royal Navy, car elle prouvait que toute action de cuirassé devait forcément être réalisée sous une protection aérienne. Cette tragédie devait donc apporter du changement dans la tactique alliée. Pendant que Churchill était sous le choc, le lieutenant Icky avait décollé et laissé tomber un bouquet de fleurs sur le lieu du combat en mémoire des hommes tombés ce jour-là.